Madeleine, tu comprendras. Tu es la seule ici qui puisse payer. Allez, sois raisonnable. Cette phrase, prononcée avec un ton mielleux mais implacable, a planté une aiguille glacée dans ma poitrine. C'était la voix de ma belle-fille, Claire, ce 24 décembre, dans le restaurant où nous devions célébrer Noël en famille. Un endroit chic, bruyant, aux nappes blanches trop immaculées pour les cœurs sales qui m'entouraient. Devant moi, le serveur attendait, l'addition à la main. Une addition salée, déraisonnable, indécente même. Mon fils, Julien, baissait la tête. Mes petits-enfants s'agitaient sur leurs chaises. Et moi, j'étais là, debout, figé, le manteau encore sur les épaules, l'air d'une femme qu'on venait d'exhiber comme un portefeuille ambulant. Je croyais d'abord à une plaisanterie. Un mauvais goût, certes, mais une plaisanterie. Claire, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a souri. Un sourire sec, tranchant, presque satisfait. On ne peut pas payer, Madeleine. Tu le sais. On a eu des dépenses imprévues. Et puis, tu vis seule. Tu n'as plus grand-chose à dépenser. C'est normal que tu participes. Participer. Le mot m'a frappé comme une gifle. Car ce soir-là, il ne s'agissait pas de participer. Il s'agissait de remplacer, de suppléer, de porter, de payer. Julien n'a pas levé les yeux. Ses doigts tapotaient la table, nerveux, coupable. Il avait cette expression d'adolescent pris en faute, même à 42 ans. « Maman, c'est juste pour cette fois. »« Cette fois ?» ai-je répété. La voix cassée. Je voulais croire qu'il était gêné. Je voulais croire qu'il n'avait pas voulu ça. Mais je savais déjà que ce n'était pas la première fois qu'il pensait profiter de ma gentillesse. C'était simplement la première fois qu'il le faisait aussi ouvertement. Le serveur, lui, restait droit, professionnel, mais je sentais sa compassion glisser vers moi comme une brûlure. J'ai sorti mon portefeuille, mes mains tremblaient. Non pas à cause du montant, j'avais encore de quoi vivre dignement, mais à cause de ce que ce geste signifiait. Ce n'était pas l'argent qu'il prenait. C'était ma place, mon respect, ma dignité, ma maternité. Il me faisait payer le repas comme on fait payer un dû, comme si j'étais redevable, comme si toute ma vie, mes sacrifices, mes années de labeur, mon veuvage silencieux ne valaient rien. Lorsque j'ai tendu ma carte, personne n'a dit merci. Pas un mot, pas un regard sincère, juste un silence satisfait. Un silence qui disait « Elle a payé », comme prévu. Puis, comme si l'humiliation devait être complète, ma belle-fille a ajouté en enfilant son manteau « Oh, et ne t'inquiète pas, Madeleine, tu pourras compenser à ta manière quand on viendra pour le réveillon demain. Après tout, tu as plus de temps que nous. Compenser. » J'ai ressenti une brûlure dans la poitrine, une déchirure lente, mais précise. Une douleur qui mélange colère, honte et lucidité. Autour de moi, les autres tables riaient, trinquant à la magie de Noël. Mais à ma table, tout ce qui brillait, c'était le mensonge. La marche du retour, je suis rentrée seule. Ils avaient proposé par politesse mécanique de me raccompagner, mais j'avais refusé. Je voulais marcher, je voulais sentir le froid, je voulais m'entendre penser. Les décorations de Noël clignotaient dans les rues, mais pour moi, ce 24 décembre n'avait aucune lumière, juste des éclats brisés. En rentrant chez moi, j'ai retiré mes gants, mes bottes, mon manteau, comme si je me débarrassais d'une peau devenue trop lourde. Je me suis assise dans ma cuisine, j'ai posé mes mains à plat sur la table, et j'ai laissé le silence m'envelopper. Pas un silence triste, un silence révélateur. C'est dans ce silence-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce repas n'était pas une humiliation isolée. C'était le sommet visible d'une montagne de mépris qu'ils avaient construite depuis des années. Et surtout, ce n'était pas un accident. C'était un plan, un mensonge collectif, une organisation. Ils avaient menti sur leurs finances. Ils avaient menti sur leurs intentions. Ils avaient menti sur leurs besoins. Ils avaient menti sur l'importance que j'avais pour eux. Et le 24 décembre, ils m'avaient fait payer non seulement un repas, mais des années d'aveuglement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Au contraire, un calme inattendu s'est installé en moi. Un calme froid. Un calme déterminé. Parce que sans le savoir, à cet instant précis, je venais de décider que le 26 décembre, ils paieraient, eux aussi. Pas en argent, mais en vérité. Et cette fois-ci, ce serait moi qui présenterais l'addition. Avant que ma vie ne se réduise à des humiliations déguisées sous des sourires polis, avant que je ne devienne la personne qui peut payer, j'avais été une femme comme tant d'autres. Simple, forte, discrète, une femme qui construit sans bruit.
Ma jeunesse avait le parfum du charbon humide et de la lessive fraîche. J'ai grandi à Calais, dans une petite maison ouvrière où le vent s'infiltrait sous les portes. Ma mère avait des mains usées, mais un rire généreux. Mon père, lui, parlait peu, mais son silence n'était jamais menaçant. Il réparait tout, avec un mélange de patience et d'entêtement. C'est peu, être auprès d'eux, que j'ai appris les deux choses qui m'ont guidé toute ma vie. Tenir bon et ne jamais faire de bruit pour soi-même. Quand j'ai rencontré Jean, mon futur mari, j'avais 22 ans. Je travaillais déjà dans une petite boutique de linge de maison. Lui, jeune docker, solide, avec des yeux clairs qui vous regardaient comme si vous étiez quelqu'un d'important. Il n'avait pas beaucoup d'argent, pas plus que moi, mais il avait un cœur vaste comme la mer. Nous nous sommes mariés un matin de juin. Une cérémonie modeste, des fleurs coupées dans le jardin de ma tante et un repas préparé à la maison. Nous n'avions presque rien, mais nous avions tout. Des rêves, des mains, une façon de nous tenir compagnie, même sans parler. Puis Julien est né. Je me souviens encore du premier cri, court, vif, et du regard émerveillé de Jean. Nous n'avions jamais été aussi pauvres que cette année-là, mais jamais aussi riches non plus. Je travaillais le matin, je cousais des draps pour arrondir les fins de mois le soir, et Jean enchaînait les heures au port. Nous n'avons jamais compté les sacrifices, nous les vivions comme des évidences. Julien a grandi entouré de cette tendresse. Un petit garçon timide, intelligent, qui me suivait partout dans la maison, il avait le même regard calme que son père. Mais la vie, parfois, ne récompense pas les efforts. Elle vous arrache ce que vous aimez. Jean est tombé malade alors que Julien venait d'entrer au collège. Une toux persistante, un souffle court, puis les diagnostics, les maux médicaux qui s'accumulent, les espoirs qui s'amenuisent. Je me suis battue pour deux, je travaillais plus, je dormais moins. Et lui, lentement, s'est éteint, un matin gris, dans notre lit. À partir de ce jour-là, j'ai tout porté seul. Je n'ai jamais demandé d'aide, je n'ai jamais voulu devenir un poids. Je ne voulais pas que Julien manque de quoi que ce soit. Alors, j'ai serré les dents. Je me suis levée chaque matin, même quand mes jambes me tiraient. J'ai accueilli les devoirs, les repas, les inquiétudes, les factures. La maison devenait trop grande certains soirs, mais je continuais à parler à Jean comme s'il m'écoutait encore. Et être qu'il m'écoutait, d'une certaine manière. Quand Julien est parti étudier à Lille, j'ai senti un mélange étrange. De la fierté, bien sûr, mais aussi une solitude nouvelle. La maison, sans ses pas et ses cahiers éparpillés, n'avait plus le même rythme. Puis il m'a présenté Élodie, sa première compagne. Une jeune fille douce, simple, qui m'aidait à mettre la table et riait à mes histoires. J'ai cru qu'elle deviendrait ma fille. Mais leur relation n'a pas duré. Et quelques années plus tard, Claire est apparue. Elle était belle, brillante, toujours impeccable. Elle parlait vite, riait fort, faisait des plans, prenait toute la place dans une pièce. Julien semblait heureux. Alors je me suis montrée accueillante. J'ai fait comme ma mère. Sourire, offrir du thé, écouter plus que je ne parlais. Je n'ai pas vu tout de suite ce que je vois maintenant très nettement. Elle avait besoin d'exister par comparaison, d'être la plus compétente, la plus organisée, la plus indispensable. Et pour cela, il fallait que je sois l'opposé. La première fois qu'elle m'a dit « Tu sais, Madeleine, tu te compliques la vie avec tes méthodes à l'ancienne », j'ai pensé que ce n'était rien, juste une maladresse. La première fois qu'elle a appelé Julien « mon chéri » d'un ton sec juste après que j'ai donné un conseil, j'ai pensé qu'elle marquait simplement son territoire. La première fois qu'elle a critiqué la façon dont j'avais plié les serviettes à Noël, j'ai ri pour détendre l'atmosphère. Et puis les années ont passé. Petite remarque après petite remarque. Petite correction. Petite leçon. Petit sourire condescendant. Je me suis retrouvée, sans même m'en rendre compte, en train de me faire petite pour ne pas déranger. De ne pas contredire. De ne pas exister trop fortement. J'avais consacré ma vie entière à mon fils. Peu importait si je dormais moins, si je manquais de tout, si je vieillissais dans l'ombre tant que lui était heureux. Mais ce 24 décembre, quand ils m'ont demandé de payer tout le repas, quand Julien n'a pas levé les yeux, quand Claire a parlé de moi comme on parle d'un compte en banque ambulant, j'ai compris que j'avais élevé un fils, mais que j'avais aussi nourri un système qui me dépassait, celui où une mère doit accepter l'ingratitude comme une fatalité. Cette nuit-là, en y repensant, je me suis sentie vieille, mais pas comme on l'est physiquement. Vieille d'avoir trop donné, vieille d'avoir trop pardonné, vieille d'avoir trop attendu qu'on me respecte. Et c'est précisément dans cette fatigue-là que quelque chose s'est allumé en moi. Un éclat.
une lucidité, une force ancienne que je croyais perdue, mais qui, sous la douleur, venait de renaître. Les humiliations n'arrivent jamais d'un coup, elles se faufilent. Elles s'installent comme une odeur tenace dans une maison, d'abord imperceptible, puis de plus en plus présente, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Avec Claire, tout avait commencé par des détails que j'avais pris, au début, pour des maladresses. La première fois, c'était un dimanche midi. Je venais d'apporter un plat que j'avais préparé, un gratin de cabillaud, la recette préférée de Julien quand il était petit. Je l'avais fait avec soin, lentement, en pensant à mes années de jeune mère. Claire avait soulevé le couvercle, reniflé légèrement, puis dit avec un petit rire « Oh, du poisson, dommage. Je venais juste de tout parfumer à la vanille pour désodoriser la maison. » Elle avait posé le plat dans un coin du plan de travail, sans proposer de le servir. J'étais restée là, ridicule, un torchon dans les mains. Julien avait dit « Merci maman. » Mais on a mangé un gros petit déjeuner. Alors j'avais souri. Je m'étais excusée même. Une mère qui ne voulait pas déranger. Mais ce n'était que le début. Petite phrase, grande morsure. Les semaines passaient, et les remarques devinrent plus fréquentes. Toujours dites doucement, avec une politesse si parfaite qu'elle en devenait tranchante. « Madeleine, tu sais, le sucre blanc, c'est vraiment plus de ton âge. Tu devrais penser à ta santé. Deflingamitos, tu veux mettre la table? Oh, mais ne t'embête pas. Tu la mets à ta manière, on réarrangera après. Laisse. Tu vas te fatiguer. » Toujours dit avec un sourire. Mais un sourire qui disait surtout « Tu n'es plus utile. Tu n'es plus capable. Tu n'es plus légitime. » Je ne voulais pas le voir. Je refusais même de l'envisager. Parce qu'admettre qu'on n'est plus désiré par sa propre famille, c'est comme avaler un morceau de verre. Ça déchire tout sur son passage. L'invisibilité qui s'installe. Quand j'arrivais chez eux, on ne m'attendait plus. Le thé n'était plus préparé. Les enfants ne se levaient plus pour m'embrasser. Claire, souvent, restait au téléphone en me saluant d'un vague geste de la main. Et Julien, lui, oscillait entre gêne et apathie. Il disait « Maman, ne prends pas tout personnellement. Tu sais comment est Claire. » Justement, je savais comment elle était, et ce qu'elle devenait, avec le temps, une femme qui voulait exister en me réduisant. Si j'osais faire une remarque, elle baissait les yeux d'un air compatissant, presque théâtral. « Madeleine, tu te sens seule, hein? Ne t'inquiète pas, c'est normal à ton âge. » À mon âge, cette phrase-là me restait dans la gorge. Les exclusions discrètes, puis vinrent les non-invitations qui en disaient long. Un dimanche, Claire a publié sur les réseaux une photo d'un déjeuner en famille. Table dressée, rire, enfants, gâteau fait maison. Julien souriait. Tout le monde souriait. Tout le monde sauf moi, car je n'avais pas été invitée. Je n'avais pas osé demander pourquoi. Il avait appelé le soir même. « Oh maman, tu aurais été fatiguée. » C'était improvisé, mais suffisamment organisé pour que la table soit parfaitement décorée. Puis il y eut les oublis volontaires. Oublier de me prévenir d'une réunion scolaire. Oublier de m'envoyer les photos d'anniversaire de ma petite fille. Oublier de me demander mon avis. Oublier même de me regarder. J'existais, mais à la marge, comme un bibelot qu'on garde par obligation, mais qu'on place sur une étagère trop haute pour qu'il gêne. Le jour où j'ai compris, un après-midi, je suis arrivée chez eux plus tôt que prévu. Ils ne m'avaient pas entendu entrer, j'avais une clé pour dépanner. J'ai entendu Claire dire à Julien « Ta mère, si tu continues à tout faire comme elle veut, tu ne deviendras jamais l'homme que tu dois être. Elle te tient encore, même à ton âge. » Julien avait répondu « Mais c'est ma mère. Je veux juste l'aider. » « Aider ?» avait-elle ri. « Elle ne veut pas ton aide. Elle veut du contrôle. Elle ne sait pas exister autrement. » J'avais senti une fissure s'ouvrir dans ma poitrine. Une fissure fine, presque minuscule, mais qui m'a glacée jusqu'à l'âme, parce que ce n'était pas vrai. Je n'avais jamais cherché à contrôler qui que ce soit. J'avais juste essayé d'aimer. J'avais reculé, refermé la porte doucement, et je m'étais enfuie, comme une voleuse dans la rue, les mains tremblantes, la vue brouillée. L'installation du doute. Les jours suivants, j'ai commencé à douter de tout, de ma place, de ma valeur, de mes gestes, de mes mots, de ma simple existence dans leur vie. C'est peu être cela, la vraie violence. Pas celle qui hurle, mais celle qui efface. J'avais beau me dire que j'exagérais, que ce n'était que du stress, que Claire était juste, directe.
Une part de moi savait que quelque chose se brisait lentement, comme une corde qu'on tend trop fort et qui finit par rendre les armes. Je sentais que je glissais hors de leur monde, que je devenais une nuisance, une arrière-pensée, une présence à gérer. Et j'ai commencé à me dire, être que je ne suis plus vraiment la bienvenue. Cette pensée, si simple, si nue, m'a transpercée, car elle disait tout. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ces petites humiliations n'étaient que le prélude. Le 24 décembre, ce serait l'humiliation totale, publique, calculée, et le début de ma décision de ne plus jamais me laisser effacer. La veille du 24 décembre, j'avais encore tenté de me convaincre que j'exagérais, que Claire n'était qu'un peu brusque, que Julien était simplement stressé par son travail. Je passais mes journées à réarranger mentalement leur comportement pour que rien ne fasse trop mal, pour que tout puisse encore sembler normal. Mais le 24 décembre, l'injustice a cessé d'être subtile. Elle s'est matérialisée en pleine lumière, dans un restaurant rempli de familles heureuses. Et pourtant, ce n'était pas la pire surprise de la soirée. Le vrai coup de massue, celui qui m'a coupé le souffle comme une vague glacée, est arrivé en rentrant chez moi. La première fissure concrète, l'appel de la banque. Je venais de retirer mon manteau quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, une voix professionnelle. Madame Martin, nous vous appelons concernant votre virement automatique mensuel à destination du compte de Monsieur Julien Martin. Voulez-vous confirmer son augmentation? Je suis restée silencieuse quelques secondes. Je n'ai rien demandé. Pourtant, nous avons reçu une nouvelle autorisation signée ce matin. Accent Nan, j'ai senti mon sang se figer. Signé? Par qui? Par vous, madame. Votre signature figure sur le document transmis. J'ai posé ma main sur la table, pour ne pas tomber, pour rester dans le monde réel. Pouvez-vous m'envoyer une copie du document? Ai-je murmuré. Quelques minutes plus tard, un email m'est parvenu. Et là, j'ai compris, le document falsifié. Le document était flou, photocopié, jauni sur les bords. Ma signature, ou plutôt une imitation maladroite, y apparaissait. Trop arrondie, trop régulière, trop parfaite. Je reconnaîtrais ma signature réelle entre mille. Elle est tremblée, accélérée, un peu gauche. Celle-là ressemblait à une signature apprise. Julien ne m'aurait jamais fait ça. Jamais. Pas volontairement du moins. Mais Claire, qui avait un talent naturel pour imiter, pour copier, pour emballer ses manipulations sous un papier cadeau impeccable, Claire, qui trouvait toujours une justification pour chaque intrusion, je n'avais aucun doute. Je me suis assise. Le silence de ma maison résonnait comme une gifle. Ce n'était plus une humiliation. Ce n'était plus une remarque blessante. Ce n'était plus un oubli volontaire. C'était un délit, une appropriation, une trahison. Et j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Une croûte de naïveté, une pellicule de patience. Cette façon de me raconter des histoires pour ne pas voir la réalité en face. Le mensonge qui démasque tout. Mon premier réflexe a été de téléphoner à Julien. Mais je me suis retenue, pour la première fois, parce que quelque part, je savais qu'il ne savait peu, être même pas ce que Claire faisait dans son dos, ou plutôt dans mon dos. Je n'avais plus envie de lui demander des comptes. Je voulais comprendre. Je voulais voir jusqu'où allait leur duplicité. J'ai donc appelé un ami d'enfance, Joël, qui avait travaillé 30 ans dans une banque. Je lui ai envoyé le document. Il m'a rappelé en 10 minutes. « Madeleine, ce document est faux et grossier. Regarde l'alignement du texte. Les dates, le cachet n'est même pas le bon. Et ta signature, désolé de te dire ça, mais on dirait quelqu'un qui a essayé de l'imiter à partir d'un vieux courrier. » J'ai fermé les yeux. Je le savais. Tu dois réagir. Très vite. Fais opposition. Et surtout, demande un rendez-vous avec un conseiller demain matin. C'était le 25 décembre. Le monde célébrait Noël. Mais moi, je venais de comprendre que ma famille avait glissé dans un territoire d'ombre. La visite de Claire, la confirmation. Le 25 au matin, alors que je buvais un café tiède, Claire est arrivée chez moi sans prévenir. Elle est entrée comme si la maison lui appartenait. Elle avait ce sourire qui me glaçait. « Madeleine, tu peux me donner ton chéquier? Juste pour régler 2 à 3 petites choses qu'on a avancées pour toi. Tu comprendras plus tard. » Je l'ai regardée longtemps. Elle a cligné des yeux. « Quoi? Claire ?» ai-je murmuré, la voix plate. « Je ne comprends qu'une seule chose. Tu as falsifié ma signature. » Un silence est tombé. Elle a blêmi. Puis, dans un réflexe presque animal,
Elle a tenté le renversement accusatoire. Comment oses-tu? Julien fait tout pour toi. Et toi, tu m'accuses? Mais ses mains la trahissaient. Elle tremblait. Ses yeux évitaient les miens. Elle parlait trop vite. C'était la réponse la plus claire qu'elle pouvait me donner. Et dans ce moment suspendu, j'ai compris deux choses essentielles. Claire n'avait aucune limite. Julien était prisonnier d'une femme qui parlait en son nom. C'est là, dans ma cuisine face à elle, que j'ai décidé intérieurement. Je ne serai plus jamais leur proie. Je ne serai plus jamais leur solution financière. Je ne serai plus jamais leur silence utile. J'ai posé ma tasse. J'ai levé les yeux et j'ai senti en moi une force très ancienne, celle que j'avais laissée sommeiller depuis la mort de Jean. Parce Claire. Maintenant, elle a reculé comme si je l'avais giflée. Et elle est partie. Je suis restée seule. Mais ce n'était plus une solitude fragile. C'était une solitude libératrice. Ce 24 décembre, il m'avait fait payer le repas. Ce 25 décembre, j'avais découvert le mensonge ultime. Et le 26, ce serait leur tour de payer. La nuit du 25 décembre a été la plus longue de ma vie. Je n'ai pas dormi. Pas une minute. Je suis restée assise dans mon fauteuil, un plaid sur les genoux, la maison plongée dans cette obscurité qui n'appartient qu'au lendemain de trahison. Le faux document, la demande de chéquier, le repas humiliant, les années de petites morsures. Tout tournait en boucle. Plus je repassais les événements, plus je comprenais que ce qui s'était passé le 24 n'était que l'aboutissement d'un processus lent, très lent, une érosion méthodique de ma place, de ma voix, de ma valeur. Je me suis surprise à parler à voix basse, comme si Jean, mon défunt mari, se tenait encore à mes côtés. Tu te rends compte de ce qu'ils ont fait? De ce que nous avons laissé faire? Car oui, admettre cela fut la première prise de conscience douloureuse. J'avais participé à ma propre disparition, en me taisant trop longtemps, en minimisant chaque blessure, en pardonnant avant même qu'on ne me demande pardon, en excusant l'inexcusable au nom de l'amour maternel. J'avais cru que se sacrifier était la forme la plus pure de l'amour. Je m'étais trompée. S'effacer n'est pas aimer. C'est ouvrir la porte à ceux qui savent exploiter le vide, le face-à-face avec la vérité. Je me suis levée et j'ai allumé la lampe de la cuisine. La lumière jaune a révélé le carnet bleu où je notais parfois mes listes de courses. Ce soir-là, il allait devenir autre chose. Je l'ai ouvert. Je l'ai posé devant moi et j'ai écrit en lettres larges, presque en tremblant, ce qu'ils ont fait. Puis j'ai commencé. Chaque phrase était un coup de poing qui me réveillait davantage. 2017. Première remarque condescendante. 2018. La fois où elle a réarrangé toute ma table devant les invités. 2019. L'anniversaire où on m'a dit que mon gâteau faisait vieux. 2020. Exclusion du réveillon, pour éviter de te fatiguer. 2021. Le déjeuner publié sur les réseaux sans moi. 2022. Les premières questions intrusives sur mes finances. 2023. Demande de procuration pour t'aider avec la paperasse. Et puis, en bas de la page, j'ai ajouté 24 décembre, le repas forcé. 24 décembre, l'humiliation publique. 24 décembre, Julien silencieux, faux document bancaire transmis. 25 décembre, demande de mon chéquier. Lorsque j'ai posé le stylo, j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. Mettre les mots noirs sur blanc, c'était comme dérouler un fil qui m'avait étranglé lentement. En écrivant, j'ai compris. Il ne m'avait pas trahi soudainement. Il m'avait entraîné, pas à pas, dans un espace où je n'existais plus. Et c'est moi qui avais laissé la porte entr'ouverte. Les larmes que je n'avais jamais laissées sortir. Les larmes sont arrivées ensuite. Silencieuses, épaisses, lourdes, des larmes pas de tristesse, mais de lucidité. Car ce soir-là, j'ai vu ma vie telle qu'elle était devenue. Une femme veuve, vieillissante, trop gentille, trop docile, trop silencieuse. Une femme qui avait confondu patience et abdication. Une femme qui pensait qu'aimer signifiait tout supporter. Mais surtout, une femme qu'on pensait faible. Et c'est là que quelque chose a changé. Une fissure s'est ouverte. Mais dans l'autre sens cette fois, pas en moi, mais dans la carapace que la souffrance avait formée autour de moi. Une sensation étrange est montée. Pas de rage, pas de vengeance pulsionnelle. Non, un instinct ancien, froide, calme, déterminé. L'instinct de la survie. Celui des femmes qui, après avoir trop enduré, décident enfin de reprendre ce qui leur appartient. Le souvenir de Jean, la force qui revient. Je me suis levée, j'ai ouvert une boîte en bois
où je conservais quelques affaires de Jean, une vieille photo de lui, assis sur le port, le coude posé sur son genou, le regard tourné vers la mer. Je lui ai murmuré, « Tu serais déçu de ce que je suis devenu, mais tu serais fier de ce que je vais redevenir. » Parce que la vérité était là, je n'étais pas faible, je m'étais juste oubliée. Jean m'avait connue solide, courageuse, inébranlable dans les tempêtes. Cette femme, je pouvais la retrouver. La décision, à 4 heures du matin, j'ai fermé le carnet et j'ai prononcé à voix haute dans ma cuisine glacée. Le 26 décembre, je ne serai plus leur victime. Je dirai la vérité, je protégerai mon avenir, et ils paieront leurs mensonges. Pas par vengeance, pas par haine, mais parce que je le devais à la femme que j'avais cessé d'être trop longtemps. Le 26 décembre, je pousserai des portes que je n'avais jamais osé franchir. Et pour la première fois depuis des années, j'avais hâte du matin. Le 26 décembre s'est levé avec une lumière terne, presque blanche, comme si le ciel lui-même hésitait entre l'hiver et une forme de renouveau. Moi, je n'hésitais plus. Pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement ce que j'avais à faire. Je me suis préparé lentement, avec une précision presque cérémonielle. Un café noir, un manteau bien fermé, le carnet bleu glissé dans mon sac, et cette sensation, au creux de la poitrine, d'une femme qui reprend les rênes de sa propre histoire. Le rendez-vous à la banque, la première pierre. À 9 heures précises, j'ai poussé la porte de ma banque. Le conseiller, un jeune homme poli, m'a accueilli avec ce sourire professionnel qu'on réserve habituellement aux personnes âgées, un mélange de douceur et de condescendance. Mais aujourd'hui, ce ne serait pas moi qui aurais l'air fragile. Je lui ai tendu le document falsifié, imprimé, annoté. Ceci n'est pas ma signature. Ceci est un faux, et je souhaite ouvrir immédiatement une procédure de contestation. Le jeune homme s'est redressé, soudain moins à l'aise. Oui, Madame Martin, nous allons regarder cela. Il a examiné la feuille, les sourcils froncés. En effet, le cachet n'est pas standard, et la transmission du document est suspecte. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux que ce virement soit annulé, que tout accès à mes comptes soit verrouillé, sauf à mon nom. Et je veux que vous notiez officiellement dans mon dossier qu'une tentative de fraude a été faite. Il a hoché la tête, impressionné malgré lui. En moins de 30 minutes, mes comptes étaient isolés, protégés, verrouillés. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que mon argent, fruit de toute une vie de travail, m'appartenait vraiment. La visite chez le notaire, la pièce maîtresse, 11h02. J'ai sonné à la porte de l'étude notariale, où j'avais mis les pieds pour la dernière fois 15 ans plus tôt, après le décès de Jean. La même plaque en laiton, le même couloir silencieux. Le notaire, maître Delmas, m'a reçu lui-même. Un homme affable, aux lunettes épaisses, qui se souvenait encore de mon mari. « Qu'est-ce qui vous amène, Madame Martin ?» J'ai sorti mon carnet bleu, je l'ai déposé sur la table, puis je l'ai ouvert. Page après page, je lui ai montré les remarques, les manipulations, la falsification, le faux document, la demande suspecte de mon chéquier, la pression financière. Il écoutait sans m'interrompre. Les notaires ont cette qualité rare, le silence qui ne juge pas. Quand j'ai eu fini, il a refermé le carnet d'un geste lent. « Madame Martin, ce que vous me décrivez est grave, très grave. » Je ne tremblais pas. Je n'étais plus cette femme effacée qu'il croyait posséder. Je veux protéger mes biens et mon avenir, sans bruit, sans conflit, mais avec la loi. Tout homme Marthe habite. Il a hoché la tête. Très bien. Nous allons commencer par un changement de régime patrimonial. Nous allons également rédiger un acte de protection et revoir votre testament. Et, il s'est penché vers moi. Nous allons officialiser la note suivante. Toute procuration accordée à un tiers vous est formellement déconseillée et ne pourra être validée sans votre présence physique. Je me suis senti respirer plus profondément. Je veux aussi que ma maison, celle où j'ai vécu avec Jean, soit placée sous une clause d'indisponibilité temporaire. Il a souri doucement. Je vois que vous avez réfléchi. C'est une démarche très intelligente. Oui, j'avais réfléchi. Toute la nuit, toute ma vie peut être. Nous avons passé 1 heure ensemble, 1 heure durant laquelle j'ai reconstruit, pierre par pierre, ce que l'humiliation avait détruit. Avant de partir, il a posé une main bienveillante sur mes documents. Ne vous inquiétez pas, Madame Martin. La loi est avec vous, et vos intentions sont claires. Le reste se mettra en place. La préparation silencieuse,
le masque. En rentrant chez moi, j'ai rangé soigneusement le nouveau dossier que m'avait remis le notaire. Une chemise cartonnée beige, parfaitement neutre. À l'intérieur, un acte de protection, un projet de testament révisé, des notes sur la suspicion de fraude, un rendez-vous fixé pour signature officielle, les instructions bancaires verrouillées, la colonne vertébrale de ma revanche, une revanche légale, méthodique, irréprochable. Le lendemain, j'ai reçu un message de Julien. « Maman, on peut passer cet après-midi ?» Claire veut clarifier. J'ai répondu « Bien sûr, je serai là. » Mais dans ma tête, je n'étais déjà plus la même. Je n'étais plus celle qu'ils effacent. Je n'étais plus celle qu'ils contrôlent. Je n'étais plus leur mère docile. J'étais une femme en train de reprendre ce qui lui appartient. Et le 26 décembre, j'étais prête. Le piège, désormais, était posé. Le 26 décembre à 6 heures précises, j'ai entendu leur voiture se garer devant ma maison. Le même bruit de portière, les mêmes pas précipités, la même dynamique, Claire en tête, Julien derrière elle, comme une ombre qui ne sait plus à qui il appartient. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne sonne. Claire a esquissé un sourire crispé. Julien m'a lancé un regard fuyant. « Madeleine, on doit parler », a-t-elle dit d'une voix douce, trop douce, une douceur dangereuse. Je les ai laissés entrer. Ils se sont installés dans ma cuisine, là où elle avait tenté de prendre mon chéquier 2 jours plus tôt. Cette fois, c'était moi qui tenais le terrain. Je me suis assise en face d'eux, calme, très calme, le type de calme qui fait trembler les personnes coupables. Claire a croisé les bras, façon de marquer son territoire. « Bon, je crois qu'il y a eu un malentendu, Madeleine. Tu as mal interprété certaines choses. Julien m'a dit que tu t'étais affolée. Je l'ai laissé parler. Je ne répondais pas. Ne pas répondre, c'était déjà reprendre du pouvoir. » Elle a poursuivi. « Et pour le repas du 24 ? Tu sais comment sont les choses, hein ? On a eu des dépenses. Et tu peux participer. C'est normal. » J'ai lentement posé la chemise beige du notaire sur la table. Elle a marqué un arrêt. Un battement de cils. Une respiration coupée. Julien, lui, blêmit aussitôt. « C'est quoi ça ?» a demandé Claire, tentant de maintenir son ton assuré. Je n'ai pas répondu à sa question. J'ai posé d'abord une copie du faux document bancaire. Puis, à côté, l'analyse du conseiller qui confirmait la fraude. Puis, enfin, le résumé préparé par le notaire, suspicion de falsification, mise sous protection des biens de Madame Martin. Claire s'est recroquevillée dans son siège. Ses doigts ont serré la table. Elle reconnaissait la forme de son propre crime. Elle reconnaissait l'écriture contrefaite. Elle reconnaissait la date. Elle reconnaissait le piège, enfin refermé, et elle à l'intérieur. Je n'ai toujours rien dit. C'est Julien qui a parlé le premier. « Claire, c'est toi ?» Sa voix s'est brisée. Il ne demandait pas. Il savait. Elle a tenté un sursaut, un mensonge de dernière minute. Mais non, c'est Madeleine qui se trompe, qui devient parano, qui... Je l'ai interrompu d'un seul geste. Une seule phrase, calme, nette. Les banques ne se trompent pas, les notaires non plus. Elle a pâli. Pour la première fois depuis des années, elle ne contrôlait plus rien. Le renversement, Julien a pris le document, l'a relu, puis l'a reposé, le visage défait. Mais pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça à ma mère ? Claire s'est lancée dans une tirade brouillonne. Mais enfin, Julien, ouvre les yeux. Ta mère, elle vieillit, elle ne sait plus gérer ses papiers. Elle a besoin qu'on l'aide, qu'on anticipe. C'était pour son bien. Tu sais très bien que... Je me suis levée. Debout, je ne tremblais pas. Debout, j'étais plus grande que toutes leurs humiliations réunies. Mon bien, ai-je murmuré. Mon bien serait de vous laisser prendre le contrôle de mes comptes. Mon bien serait de vous laisser signer à ma place. Mon bien serait de vous laisser transformer ma vie en dépendance. Claire a voulu se lever. Mais une seule phrase l'a stoppée net. J'ai tout transféré chez le notaire. Tout. Mes comptes, ma maison, mon testament, mon dossier de protection. Elle a dégluti. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. 2 fois, 3 fois. Elle comprenait enfin qu'elle avait tout perdu. Comment ça a-t-elle soufflé. J'ai repoussé la chemise beige vers eux. Je ne suis plus une proie. Je ne suis plus votre solution financière. Je ne suis plus celle qui se tait. Charpas as bon. Julien a murmuré. Maman, pourquoi tu n'as rien dit plus tôt ? J'ai tourné les yeux vers lui. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré, parce que je voulais que tu voies de tes propres yeux. Et maintenant,
Tu vois, il s'est effondré dans sa chaise. Le choc, la honte, la prise de conscience. Claire, elle, regardait autour d'elle comme une bête traquée. La fin du silence utile. Elle a tenté un dernier coup. Madeleine, tu vas détruire notre famille. Tu vas. Non, c'est toi qui l'as détruite. Moi, je la protège. Elle n'avait plus d'arguments, plus de façade, plus de pouvoir. Je leur ai ouvert la porte. Sans un mot supplémentaire. Julien est sorti le premier, la tête basse, sans un regard pour Claire. Elle, en passant près de moi, a chuchoté. Tu vas le regretter. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Claire, je me regretterais seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. La porte s'est refermée, et avec elle, une décennie de mensonges. Les jours qui suivirent le 26 décembre eurent un goût étrange, presque irréel, comme si je marchais dans un décor familier, mais que les murs avaient changé d'angle. Le silence s'était fait, mais ce n'était plus celui qui me rongeait. C'était un silence de fin de tempête. Je n'ai pas cherché à appeler Julien. Je n'ai pas cherché à savoir comment allait Claire. Je n'ai rien cherché. Je voulais simplement respirer. Pourtant, la réalité, elle, n'attend jamais longtemps pour frapper à la porte. Les premiers signaux du chaos, le 28 décembre, à la première heure, j'ai reçu un message de Julien. « Maman, est-ce que je peux passer? Seule. S'il te plaît. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris un thé, j'ai regardé la buée monter doucement. Puis j'ai simplement écrit « Oui, à 15 heures. » À 15 heures pile, il était là, les traits tirés, les paupières creusées, les épaules affaissées, comme si quelqu'un lui avait retiré l'armature du dos. Il est resté debout quelques secondes, incapable de s'asseoir. On aurait dit un enfant puni. « Maman, je suis désolée. » La voix s'est brisée dès le premier mot. Je ne savais pas. Je ne voulais pas voir. Claire, elle m'a dit que tu étais fragile, confuse, qu'il fallait t'aider à gérer tes papiers. Elle me répétait que tu étais dépassée, que tu te trompais, que tu faisais n'importe quoi avec ton argent. Il s'est enfin assis, la tête entre les mains. Je me sens idiot et complice. Sans le vouloir, je t'ai laissé souffrir. Une part de moi avait attendu ces mots pendant des années. Mais une autre part, plus lucide, savait qu'il ne suffisait pas à recoller toutes les fractures. Claire est partie. J'ai levé les yeux. Il n'a pas eu besoin d'ajouter d'explication. Je comprenais. Elle a crié. Elle m'a accusé de la laisser tomber, de choisir ma mère. Elle a parlé de sacrifice, de vie gâchée, de non-reconnaissance. Puis elle a fait sa valise. Il a serré les poings. Je n'ai pas essayé de la retenir. C'était la première fois que je voyais mon fils adulte prendre une décision qui n'était pas dictée par la peur, la fatigue ou le confort. Il avait enfin ouvert les yeux. La famille divisée, l'autre prix à payer. Les jours suivants, les nouvelles sont arrivées par bribes. La sœur de Claire m'a appelée surprise, choquée. « Madeleine, je suis désolée. » Claire a raconté une histoire affreuse, mais, à force d'écouter, on comprend qu'il manque des morceaux. Elle est blessée, oui, mais elle a aussi fait du mal. Beaucoup. J'ai simplement répondu. Je ne veux pas envenimer les choses. Je veux juste la paix. Et c'était vrai. Je n'avais aucune envie de nourrir le conflit. Les personnes toxiques s'autodétruisent très bien sans notre aide. Puis les enfants de Julien, mes petits-enfants, ont demandé à me voir. Ils ne comprenaient pas tout, bien sûr, mais ils sentaient que quelque chose de grave s'était passé. « Mamie, pourquoi papa est triste? Pourquoi maman est partie ?» J'ai pris leurs mains, petites, chaudes, innocentes. Ce sont des histoires d'adultes, pas de votre faute. Et on va continuer à se voir, d'accord? Ils ont hoché la tête, rassurés. Je savais qu'ils souffraient, eux aussi. La toxicité d'un adulte n'épargne personne. Claire. La chute sans bruit. Un soir, j'ai reçu un SMS de Claire. « Tu as détruit ma vie. J'espère que tu es fière. » Je n'ai pas répondu. Pas par mépris, mais parce que je n'avais plus rien à dire. Pas un mot, pas une explication, pas une justification ne pouvait effacer ce qu'elle avait tenté de faire. Falsifier une signature, voler indirectement, retourner un fils contre sa mère, manipuler une famille entière. On ne détruit pas ce qu'on ne possède pas, et ma vie ne lui appartiendrait plus jamais. Julien face à ses ruines, Julien revenait souvent, mais il ne parlait presque pas. Il rangeait, réparait, cuisinait parfois, comme pour compenser. Un soir, il s'est arrêté devant la fenêtre, les bras croisés. « J'ai honte, maman. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. » Je lui ai répondu doucement. « Julien,
Le pardon n'est pas un cadeau, c'est un chemin. Et chacun avance à son rythme. Il a fermé les yeux, soulagé de ne pas être jugé. C'était déjà un pas. La nouvelle distance. Je ne me suis pas précipitée pour tout reconstruire. Je ne voulais pas redevenir indispensable. Je voulais redevenir libre. Alors, j'ai établi une règle simple. On se voit, mais chacun chez soi, chacun à sa place. Les repas forcés, les invitations hypocrites, les traditions imposées, tout cela appartenait au passé. Je ne voulais plus d'une famille où l'on mange ensemble, mais où l'on ment en silence, le regard depuis l'extérieur. Avec le temps, quelque chose d'étrange est arrivé. Je regardais ma propre famille comme on regarde une maison fissurée qu'on a quittée, avec détachement, avec lucidité, avec la certitude que ce n'était plus mon rôle de la réparer. Je n'étais plus au centre du chaos. J'étais ailleurs, en retrait, mais droite, stable. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais légère. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette légèreté allait me mener vers une vie entièrement nouvelle, mais pour cela, il me fallait un dernier pas, choisir ma liberté. Les premiers jours de janvier ont eu pour moi une saveur particulière. Non pas l'amertume des années précédentes, mais une douceur inattendue, un silence léger, presque neuf, comme si quelqu'un avait ouvert grand les fenêtres de ma vie et laissé entrer l'air frais. Je n'étais plus la mère qu'on sollicite pour payer. Je n'étais plus la femme qu'on manipule derrière des sourires. Je n'étais plus la présence que l'on tolère. J'étais libre, libre de mes mouvements, libre de mes pensées, libre de ma maison, libre de mon avenir. Et cette liberté, je l'ai savourée pas à pas, sans précipitation, comme on découvre un paysage après une longue marche. Le studio au bord de la mer, ma respiration nouvelle. Un matin, sans avoir vraiment décidé, je suis montée dans un bus qui longeait la côte. La mer m'appelait, celle qui avait bercé ma jeunesse, celle devant laquelle Jean aimait s'asseoir, celle qui m'avait vu vieillir en silence. Je suis arrivée dans un petit village côtier, tranquille, hors saison. Les volets bleus, les ruelles pavées, un air salin qui piquait les narines. Et là, sur une vitrine, une petite annonce. Studio meublé, vue mer, disponible immédiatement. Je suis entrée. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années au sourire franc, m'a fait visiter. Une pièce simple, blanche, avec un balcon minuscule donnant directement sur les vagues. Une table ronde, un fauteuil près de la fenêtre, un lit recouvert d'une courte pointe bleue. C'est petit, mais paisible, m'a-t-il dit. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je l'ai loué pour un mois pour respirer ailleurs, un mois pour me retrouver. Quand j'ai posé ma valise dans la pièce, j'ai senti une étrange émotion me traverser. Ce lieu n'avait aucune trace de Claire, aucune trace de mensonge, aucune trace de honte. C'était un espace à moi, entièrement à moi. Les routines qui guérissent, les jours suivants ont été d'une simplicité réparatrice. Je me levais tôt et j'ouvrais les volets sur le bruit des vagues. Je buvais mon café sur le balcon, enveloppé dans une écharpe. Je marchais le long de la plage, faisant enfin ce que mon corps attendait depuis des années. Exister sans contrainte. Parfois, je croisais un pêcheur qui me saluait d'un signe de tête. Parfois, une femme promenant son chien m'adressait un sourire. Parfois, je ne croisais personne et ce silence-là était un cadeau. J'ai retrouvé le goût de lire, de cuisiner rien que pour moi, d'écouter le vent taper contre les volets. Et surtout, j'ai recommencé à écrire dans mon carnet bleu. Non plus pour noter ce qu'on me faisait endurer, mais pour inscrire ce que je devenais. Des rencontres simples, mais essentielles. Dans ce village, tout le monde me considérait comme la dame du studio. Ni la mère de Julien, ni la belle-mère de Claire, ni la veuve fragile qu'on surveille. Juste, moi, à la boulangerie, la boulangère a appris mon prénom et me glissait parfois un petit sablé en plus. À la librairie, la propriétaire me conseillait des romans doux pour tenir le cœur au chaud. Au marché, un vieux monsieur me parlait de ses tomates comme s'il parlait d'un trésor national. Ces échanges simples faisaient renaître en moi une vérité que j'avais oubliée. On peut être vu, on peut être entendu, on peut être respecté, même par des inconnus. La distance nécessaire avec Julien m'appelait souvent, pas pour se justifier, pas pour quémander, pour prendre de mes nouvelles. Vraiment, sa voix était plus lente, plus posée. Il me disait, « Maman, je veux que tu prennes ton temps. Je veux que tu sois bien. Je ne veux plus te faire de mal. » Je ne lui répondais jamais avec rancœur. Mais je gardais une distance douce, protectrice. Il devait comprendre que mon amour restait intact.
mais que ma naïveté, elle, était morte. Le goût du pardon. À ma manière, un soir, assise face à la mer, j'ai pensé à Claire. Pas par regret, pas par colère, juste pour comprendre. J'ai réalisé qu'elle avait bâti son pouvoir sur ma faiblesse supposée, et que lorsque cette faiblesse avait disparu, son monde s'était écroulé. Mais je ne souhaitais pas sa destruction. Je ne souhaitais même pas sa souffrance. Je souhaitais simplement qu'elle sorte de ma vie, qu'elle cesse d'avoir une prise sur mon fils, qu'elle cesse de me voler, même en pensée. Et c'était déjà fait. Alors j'ai laissé ce poids glisser hors de moi, comme on laisse une vague repartir sans la retenir. Une femme nouvelle. À la fin du mois, en refermant la porte du studio, j'ai eu une pensée très claire. Je ne suis plus la femme qu'ils ont humiliée. Je suis la femme qui s'est relevée. Je n'avais pas besoin d'une revanche flamboyante. Je n'avais pas besoin de confrontation supplémentaire. J'avais besoin de paix. Et cette paix-là, je venais de la trouver. Je l'ai mise dans ma valise, entre 2 pulls, entre 2 livres, et je suis rentrée chez moi. Pas pour redevenir ce que j'étais, mais pour continuer ce que j'étais devenue. Le soir de mon retour du village côtier, je suis entrée dans ma maison avec une impression étrange, comme si les murs avaient été déplacés, comme si l'air était plus léger, comme si je pénétrais dans un lieu où je n'avais encore jamais vécu. C'était pourtant la même maison, celle où Julien avait fait ses premiers pas, celle où Jean riait en bricolant, celle où j'avais pleuré en silence après sa mort. Mais moi, je n'étais plus la même. J'ai posé ma valise dans l'entrée, retiré mon manteau, et j'ai allumé une seule lampe, laissant l'ombre danser doucement dans le salon. Le fauteuil préféré de Jean était toujours là, légèrement usé, fidèle. Je m'y suis assise, et soudain, j'ai compris. Tout ce que j'avais vécu ces derniers mois n'était pas une catastrophe familiale. C'était une mue, une transformation lente, douloureuse, mais nécessaire. Comme si la vie avait décidé de m'arracher les illusions pour me rendre à moi-même. Face à la fenêtre, le passé et le présent. Je me suis levée et je me suis placée devant la fenêtre. Dehors, la rue était calme. Les décorations de Noël n'avaient pas encore été retirées. Les lumières clignotaient mollement, comme fatiguées elles aussi. Je regardais le trottoir où Claire, il y a seulement quelques jours, avait quitté ma maison furieuse. Je regardais la porte par laquelle Julien était sorti, honteux, les épaules affaissées. Tout semblait si loin, et pourtant si proche. Je n'éprouvais plus de colère, même pas de tristesse, seulement une sorte de lucidité tranquille, une paix nouvelle logée dans ma poitrine. La vérité était simple, je ne pouvais pas réécrire le passé. Mais je pouvais choisir la manière dont il allait cesser d'empiéter sur mon présent, le pardon ou autre chose. Je n'ai jamais été une femme rancunière. Mais le pardon, je l'ai appris tard dans la vie, n'est pas un cadeau qu'on offre à ceux qui nous ont blessés. Le pardon, c'est un choix intime, une manière de ne plus se laisser définir par la douleur. Je n'avais pas encore pardonné à Claire, et peut-être que je ne le ferai jamais vraiment, mais je l'avais laissé sortir de ma vie. Ce qui, en soi, était déjà un acte immense. Pour Julien, c'était différent. Un soir, il m'a appelé. « Maman, j'aimerais qu'on dîne ensemble, juste nous deux. Je veux réparer. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai écouté sa respiration. J'ai écouté mon cœur. Puis j'ai dit « D'accord, mais doucement. Pas pour revenir en arrière. Pour avancer autrement. » J'ai entendu un souffle de soulagement. Oui, nous allions avancer. Pas comme avant. Pas comme si rien ne s'était passé. Mais comme 2 êtres humains qui apprennent à se regarder de nouveau. La vie retrouvée. Les jours suivants, j'ai repris mes habitudes. Mais cette fois, elles avaient un goût différent. J'ai déplacé quelques meubles. J'ai acheté un bouquet de lys blanc. J'ai trié des papiers, jeté des vêtements qui me rappelaient trop de choses. J'ai cuisiné un gratin que Jean aimait, juste pour me sentir proche de lui. Et surtout, j'ai laissé entrer chez moi une forme de lumière nouvelle. Celle qu'on ne voit que lorsqu'on a cessé de vivre dans l'ombre des autres. Un matin, j'ai ouvert mon carnet bleu. J'ai tourné les pages, celles où j'avais noté chaque humiliation, chaque mensonge. Et pour la première fois, je n'ai pas eu envie de pleurer. Je n'ai pas eu envie de me cacher. J'ai simplement ajouté une phrase. J'ai repris ma place. Puis j'ai refermé le carnet. Pas pour oublier, pour tourner la page. Le dernier soir, un soir froid de janvier, je suis sortie dans le jardin. Le ciel était clair, plein d'étoiles, les mêmes que Jean regardait en rêvant de voyages que nous n'avons jamais faits. J'ai levé les yeux vers elle, j'ai respiré lentement, profondément, comme si l'air me donnait une seconde jeunesse. Et j'ai pensé à toutes les femmes qui, comme moi,
avaient vécu dans le silence. Celles qui n'avaient pas osé dire non. Celles qui avaient été effacées au profit des autres. Celles qui avaient été traitées comme un portefeuille, un service, une ombre. Je voulais leur dire que rien n'était perdu. Qu'à tout âge, on peut reprendre sa vie. Qu'à tout âge, on peut redevenir soi. Alors j'ai murmuré, dans le froid, pour elle, pour moi, pour celle que j'étais devenue. On croit toujours qu'il faut crier pour exister. Mais parfois, exister vraiment, c'est choisir de ne plus répondre, de ne plus se sacrifier, de ne plus tendre l'autre joue. Je me suis retournée vers la maison, ma maison, et j'ai senti une chaleur douce monter en moi, comme si un manteau invisible m'enveloppait. Puis, avec une certitude calme, définitive, j'ai prononcé les derniers mots de mon histoire. Le silence peut aussi être une forme de justice.